Après, tu sais, tu as tous les aspects psychologiques aussi sur les mêmes coins. C'est souvent, tu as une quantité de circulating supply qui est monstrueuse. Du coup, tu as je sais pas combien de zéros, enfin de virgules et de zéros avec un 1, un 2, un 3, peu importe. Et la plupart des débutants, en fait, tu en as certains, mais c'est vraiment des DJs, mais jusqu'à la moelle, parce que les gars, ils se disent, j'ai acheté pour 100 balles de ce token. Pour 100 balles, si j'achète 100 balles de Bitcoin, j'en ai 0,00001. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas gagner de l'argent avec ça. Par contre, pour 100 balles, je vais acheter le énième shitcoin. Là, je vais en avoir 3 milliards. Mais attends, mais imagine si ce token, là, il vaut 0,00001. Imagine, il monte à 1 dollar. Je suis milliardaire ou je suis multimillionnaire. Ah, ça vaut le coup. Et en fait, il y en a beaucoup, franchement, hein, il y en a beaucoup. C'est le seul et unique raisonnement qu'ils ont. Alors, ces gens-là, on ne peut pas les sauver, malheureusement. Je veux dire, après, à un moment donné, chacun est responsable de faire ce qu'il veut et responsable des décisions qu'il va prendre. Mais il y en a beaucoup, leur raisonnement, ça s'arrête là. Donc, va parler à ces gens-là, comme on a dit, hein, de souveraineté monétaire, de libre arbitre, d'analyse fondamentale, analyse on-chain, toutes ces choses-là, gestion de risque, allocation de portefeuille. Ils vont t'écouter d'une oreille, puis après, ils vont dire ouais, mais moi, j'ai quand même envie d'aller acheter l'autre truc parce que il y a quand même possibilité de gagner beaucoup d'argent. Et la réalité, c'est que le monde crypto leur prouve aussi d'une certaine manière qu'ils ont raison. Parce que la crypto, tu vois, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, hein, c'est Anthony, qui disait qu'il a fait un SMIC en 5 minutes, mais au final perte, parce que voilà, en fait, ce que tu gagnes sur un même coin, tu vas dire, ah, ce que je fais, ça marche. Tu vas le refaire sur un deuxième, un troisième, et la probabilité, vu que l'espérance de gain, elle est extrêmement faible, bah, ça va marcher une fois, ça va peut-être marcher une deuxième, et puis au bout de 10 fois, c'est un peu comme les jeux, les casinos et tout, en fait. L'espérance de gain, elle est négative. Donc, plus tu vas jouer, plus tu as de chances de perdre, et au final, tu te retrouves à plus perdre qu'à gagner. Et ça, c'est la majorité des gens, en fait. Ouais, et puis surtout, il y a un autre aspect que, au-delà du market cap et du supply, c'est toujours la même chose, fonctionnement du pool de liquidité. Si tu as des gains sur papier, tu as 100-200 000 dollars sur un même coin, mais que tu as 70 000 de liquidité sur la pool, tu penses qu'il se passe quoi quand tu fais un market dump? Tu vois. Les gens, ils pensent pas ça, parce que je pense que 90% des gens, les gains, c'est papier. Tu vois. Ce qu'on dit là, le plus important, c'est prendre ses profits petit à petit, par palier, qu'on a discuté souvent. Et je pense que la majorité des gens, en fait, ils investissent sur le même coin. Et même s'ils arrivent à avoir des gains sur papier de 100, 200 000 dollars, parce que là, il y a très peu de liquidité au final. Tu récupéreras jamais 200 000 Je dollars pense que sur ton portefeuille. exactement, les gens, ils pensent peut-être même pas prendre des profits. Et même si tu penses à prendre des profits et dire, mais là, c'est life changing, il faut que je prenne des gains. Il faut peut-être regarder la liquidité de la pool avant de commencer à dumper, parce qu'il y en a. Et après, bon, on pourra peut-être passer sur DexScreener à aller voir, mais il y en a qui ont des valorisations énormes, mais tu as 3 000, 4 000 dollars de liquidité dans la pool. Forcément, Ouais. avec des valorisations de 100 000 dollars sur le papier, mais il n'y a rien dans la pool, tu vas rien pouvoir sortir. Et c'est ce qui se passait au début, il me semble, sur PP. Après, maintenant, ça a changé, mais tu vois, au début, il y avait des mecs qui avaient 200, 300 000 dollars de valorisation de portefeuille, mais il n'y avait rien de liquidité sur la pool. Il y en avait un seul qui faisait un market dump. Ceux qui Ça prenaient moins tombait. 90%, en fait. Et c'est ça, ouais, Exactement. quand tu as peu de liquidité, le moindre ordre d'achat ou le moindre ordre de vente va avoir un impact énorme sur le prix. Et c'est vrai que beaucoup de gens, déjà, j'ai fait une vidéo sur YouTube, mais comme pour les poules de liquidité, tout le monde s'en fout, hein, c'est toujours pareil. Tu peux parler de trucs techniques et tout, on se rend compte que la majorité des gens s'en foutent. Mais c'est super important de comprendre la différence entre le volume et la liquidité. La liquidité, c'est votre aptitude à rentrer ou sortir d'un marché sans avoir un impact significatif et important sur le prix, à la fois à la hausse ou à la baisse, en fonction de ce que vous faites. Le volume, c'est différent. Vous pouvez avoir, moi demain, je peux prendre un coin ou un token, je crée un ERC20, je prends 2 wallets, je crée un ERC20 où je gagne, où je prends, je sais pas, 95% de la supply. Je vais faire une première transaction pour créer le premier prix du token. Allez, admettons, je crée un token, il y a 1 million de coins en circulation, et moi, j'en prends 900, j'en laisse que 1 en circulation. Là, je fais un échange, je l'achète pour 1 dollar. Vu qu'il n'y a qu'un token en circulation, bah, tu vas faire le multiplicatif au final de ce truc-là. Le market cap, il va être énorme sur le projet. Les gens vont se dire, oh, le market cap, il est énorme, et donc ils vont penser que le projet va pas pouvoir dépasser un certain niveau parce qu'ils vont se référer uniquement au market cap, mais en fait, c'est la circulating supply multipliée par le prix du projet, mais ça dépend vraiment de la circulating supply. Si tu crées un projet où tu mets
énormément de projets en circulating supply, mais que tu es le seul à faire une transaction, au final, le volume, la liquidité, tout ça, au final, ça intéresse très peu les gens. Ce que je veux dire par là, pour éviter de les perdre, c'est que je peux prendre un projet, faker le volume en me créant un portefeuille A, un portefeuille B, et en faisant l'échange du portefeuille A vers le portefeuille B, en disant, regardez, il y a 20 millions de dollars de transactions, énormément de gens qui s'y intéressent et tout, alors qu'en fait, c'est mes 2 portefeuilles. Par contre, la liquidité, ça, c'est ce qui va être présent à l'instant T. Tu peux avoir un token, on montrera sur des screeners, des projets qui ont des fois 100 millions, 150 millions de volume, mais 75 000 balles de liquidité. Si demain, vous avez un portefeuille investi sur ces mêmes coins qui représente, je ne sais pas, 500 000 dollars de valorisation et que vous souhaitez dump avec 75 000 dollars de liquidité, vous allez avoir un impact énorme sur le prix. Le prix va baisser contre vous au fur et à mesure que vous allez vendre, et la valeur que vous allez pouvoir extraire de ce marché va être beaucoup plus faible que la valorisation qui était sur votre portefeuille initialement parlant. C'est pour ça que, pareil, quand vous rentrez, pour ça que Michael Saylor aussi, quand il rentre sur le Bitcoin et tout, il pourrait rentrer, à mon avis, bien plus que ce qu'il fait aujourd'hui, mais il le fait au fur et à mesure. Tu vois, souvent, ils achètent même OTC. Acheter OTC des tokens ou des coins, c'est ce qui va faire en sorte de limiter l'impact sur le prix. Par contre, des fois, tu vas payer un premium. Mais le premium que tu vas payer en OTC, des fois, ça vaut le coup parce que si tu rentres, je sais pas, à 5 milliards sur du Bitcoin, peut-être que tu vas faire prendre 5% sur le Bitcoin, alors que là, si tu prends un premium de 2% à l'acheter OTC, tu as gagné, tu vois. C'est ça, il y a beaucoup de transactions qui se font off-chain au final, parce qu'on dit c'est la crypto, on peut tout contrôler, mais parmi les institutionnels, ils se font des échanges comme ça de wallet à wallet avec des contrats. Je te vends tant de bitcoin à tel prix, mais tu le vois, ça passe pas par un exchange, ça passe pas par une plateforme, parce qu'ils font ça des transactions en off. Donc ils signent des papiers, ils font la transaction, mais c'est difficile de choper ces volumes-là. Et il faut savoir que les SEC, ils font aussi tout ce qui est faké de volume. Il y a eu des histoires. Bon, je pense qu'ils vont être de plus en plus contrôlés par rapport à tout ça, mais il y a eu même les principaux exchanges qui ont été chopés à faire un peu de faker du volume, parce qu'il faut savoir que les market makers, que ce soit des DEX ou des entités centralisées, ils peuvent faker le volume, et la partie centralisée, ils ont des personnes, des traders pros qui sont là pour ajuster un peu et faire le marché, justement, d'où leur nom, un market maker. Et ils sont là pour aider la liquidité, mais ils sont là aussi parfois pour faire un peu plus de sous pour la maison, c'est-à-dire faker du volume pour attirer les gens. On avait parlé aussi de sniper des positions de mecs qui sont en leverage, aller les chercher, faire dumper le prix. On a eu un problème, par exemple, sur BitMEX avec le prix du Bitcoin qui est tombé là. Plus de 10 000, moins de 10 000, je crois. Ouais, à 9 000 $. Donc voilà, il se passe des choses aussi. Donc il faut faire gaffe avec toutes ces histoires de liquidité, supply et tout ça, parce que ça a des importances. Et ça existe autant sur les plateformes que sur les DEX. Même si c'est vrai que sur les DEX, avec les mêmes coins et tout ça, c'est encore plus important de regarder, parce que tu peux te faire voir beaucoup plus rapidement, quoi. Ouais, et puis tu peux vraiment faker une demande en fait sur les projets, hein, tu vois, comme je l'ai dit pour le market cap, hein. Demain, tu crées un projet, tu mets 1 trillion de tokens en circulation sur Uniswap. Toi, tu vas sur Uniswap, tu achètes pour $1 de token. Et ben, le dernier prix multiplié par circulating supply, $1 multiplié par 1 trillion, c'est que tu as 1 trillion de market cap. Les gens pensent que le market cap, c'est ce qui va faire en sorte de pouvoir extraire la valorisation du projet. Tu vois, tu dis, tiens, il y a 1 trillion de market cap, c'est la valeur qui est bloquée dans les smart contracts et tout. C'est pas une TVL, hein. C'est vraiment la circulating supply multiplié par le dernier prix, le cours actuel. Donc là, j'ai pris un exemple concret, 1 trillion de tokens en circulating supply, $1 que moi, je suis allé acheter moi-même mon propre token pour $1 dans les pools de liquidité que j'aurais moi-même créé avec le ratio que j'aurais déterminé, ce qui fait que je suis à 1 trillion de market cap. Et si demain, quelqu'un essaye de vendre pour 1 trillion ou considère que le projet global vaut 1 trillion vraiment de vraie valorisation, si on ne parle pas que de market cap, c'est totalement faux. Donc, le market cap ne doit pas être utilisé comme proxy pour déterminer la future performance d'un projet ou sa valorisation potentielle à l'instant T, parce que ça ne représente ni l'argent qui a été insufflé dans le projet, ni l'argent qu'on peut en extirper. Et puis en plus de ça, tu peux avoir des projets avec une super haute market cap, et puis derrière, avec des volumes super élevés, parce qu'il y a beaucoup de wash trading, surtout sur des plateformes d'échange centralisées, et avec très peu de liquidité, et puis énormément de risques de rug pull. Surtout si cette circulating supply,
elle est dans les mains, je sais pas, d'un seul et unique individu. Et pareil, là, on peut dire, tiens, si tu es dans ce cas-là avec quelqu'un qui a 95% de la circulating supply, est-ce que c'est forcément un problème? Pas tout le temps, tu vois. Ça dépend de sa capacité et de sa propension à vendre le projet en question. Tu prends Jeff Bezos, Elon Musk, qui avaient Amazon au tout début, ils avaient la grosse majorité en fait des actions. Pareil pour Elon Musk. Et est-ce que ces actions-là, elles n'ont pas plus de chances d'être vendues dans les mains, entre guillemets, de la plèbe qui, elle, a envie de s'acheter une voiture, qui, elle, a envie de partir en vacances et qui, elle, a envie d'atteindre la liberté financière, plutôt que ces gens-là qui sont déjà multimilliardaires et qui, au final, sont là pour faire développer le projet. Et pareil en crypto. Tu vois, Satoshi Nakamoto a 1 million de Bitcoin qui, au départ, représentait 100% de la circulating supply, parce que c'était le seul, en fait, à miner sur le réseau. Petit à petit, il s'est fait diluer avec l'émission des nouveaux Bitcoins. Aujourd'hui, ça représente, je crois que c'est 5% à peu près des Bitcoins qu'il a aujourd'hui disponibles, mais il n'a jamais vendu. Tu vois. Donc, c'est des Bitcoins qui ont été retirés. On les compte encore même dans la circulating supply et dans le market cap, quand bien même ils n'ont jamais circulé, parce que ça a toujours été dans les mains de Satoshi. Donc pareil, est-ce que là, on compte dans le market cap et dans la circulating supply? Ça, pareil, on pourrait poser des questions. Mais du coup, cette centralisation un peu de la supply, c'est pas tout le temps mauvais non plus. Il vaut mieux, comme pour le cas de Shiba, les performances de Shiba, ça vient du fait que tu as énormément de baleines qui ont accumulé le Shiba, qui n'ont pas vendu, en fait, des gens et qui ont peut-être des fortunes de 500 millions, plusieurs milliards en crypto, qui se sont dit, vas-y, je vais faire un market buy sur un même coin qui me fait rigoler à 20 millions, 25 millions, et qui n'ont pas vendu. C'est pour ça qu'on a eu des performances super élevées. C'est pas parce que tu as monsieur et madame tout le monde qui en a acheté pour 1000 balles. Oui, ça a forcément joué un rôle. Mais tu vois, il y a deux types de centralisation. Tu as la centralisation du réseau. Et donc là, c'est un peu les problématiques qu'on peut retrouver avec certaines blockchains proof of stake, où là, en effet, la centralisation de la supply, si c'est entre les mains de personnes qui, en plus de ça, peuvent centraliser le réseau en validant les transactions, en ayant les nœuds et tout, ça peut poser des problèmes. Mais il y a la centralisation du réseau, et là, pour moi, c'est pas top. Et il y a la centralisation de la supply, qui peut ou qui ne peut pas être bonne pour le prix, pour les performances de prix, en fonction de ce que vont faire ces baleines. Voilà. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire aussi sur la circulating supply. Déjà, qu'est-ce qu'on compte dans la circulating supply? Parce qu'on nous dit que c'est une métrique qui est importante et qu'il faut connaître et savoir regarder. Mais c'est vrai que sur Bitcoin, est-ce qu'on compte les wallets qui sont perdus? Est-ce qu'on compte les codes de Satoshi? Est-ce qu'on coine certains comptes qui ne bougeront plus jamais parce que voilà, ils ont perdu leur clé? Donc au final, ils sont encore dans la circulating supply, mais on sait très bien que ces Bitcoins ne bougeront plus jamais. Je pense qu'il y a plein de projets comme ça. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Attends, je me suis perdu là. Là, tu parlais de la circulating supply. Ouais, mais juste avant, on parlait de. Ah, j'y arrivé. Le temps que tu retrouves, moi, je voulais partager mon écran rapidement pour montrer un peu sur Bitcoin aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, il ne faut pas qu'il y ait une centralisation de la supply et tout. Oui, voilà, c'est ça. BSC, la Binance Smart Chain, qui est quand même hyper centralisée aussi. Et parce que je pense qu'il y a quand même 31 nœuds, je pense, on parle de validateurs. Et aussi au niveau de la ownership, donc qui détient la supply, effectivement. Si le mec, si c'est des gros fonds d'investissement qui ont la... Pour ça qu'aussi on parle de la volatilité. Je vous ai dit au début que j'étais malade et que ça me coûte vraiment, mais bon, je pense que c'était important de faire ce live, mais on va y arriver. On y va calmement, on va y arriver. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il y aura peut-être moins de volatilité dans le futur, parce qu'avec tous les gros fonds d'investissement qui rentrent et des acteurs avec beaucoup plus de puissance de frappe, ils n'ont pas du tout les mêmes comportements que la plèbe, que de toutes les personnes. Parce que bon, si on est très décentralisé au niveau de l'ownership aussi, de qui détient les coins, mais que c'est que des personnes qui ne sont pas formées, qui font n'importe quoi, qui vont FOMO, qui vont avoir peur à la première baisse, au final, est-ce que ça t'intéresse plus pour le prix ou est-ce que c'est mieux d'avoir un gros acteur qui détient la majorité de la supply et qui, lui, est capable de garder ses positions parce qu'il n'en a pas forcément besoin? Alors certes, au niveau de oui, il faut que ça soit distribué, c'est pour tout le monde et tout. Alors certes, pour l'aspect éthique, technologique, tout ce qu'on veut, pour l'aspect performance financière et investissement pur et dur, bon, voilà, il y a aussi ces deux aspects-là qu'il faut contempler. On sait très bien que on est là principalement pour faire de l'argent. Il y a aussi la
la technologie qui compte, mais il y a toujours cet aspect-là, tu vois. C'est pour ça, je pense qu'il faut aussi le dire, cet aspect meme coin. Si on est là dans l'optique d'investissement de faire de l'argent, ça vaut le coup quand même de s'intéresser, d'avoir cette discussion qu'on a pour mettre un peu, tu vois, les choses en perspective. Parce que si tu arrives avec l'aspect technologique pur, il y en a qui font ça, tu vois, dans la crypto, et c'est une minorité qui se disent, moi, je vais étudier les projets, je vais parler avec les devs, je vais voir ce qu'ils font, et au final, tu regardes juste l'aspect technologique. Mais si tu es là pour faire de l'argent, il faut quand même tout l'aspect psychologie des investisseurs, psychologie des foules, il faut la prendre en compte. Parce que sinon, si tu n'es pas dans le bon schéma narratif et si tu n'es pas dans le truc du moment, tu sais très bien, voilà, là, c'est l'IA, c'est Real World Asset, là, en ce moment, c'est les mêmes coins. Voilà, si tu es là pour faire de l'argent, si tu prends du Monero, il est au même prix qu'il y a 4 ou 5 ans. Tu vois, c'est Ouais, ce c'est que je veux clair. dire. Ouais, mais Il c'est a, clair. il a, il a, il a pas pumpé rien du tout. Donc, tu vois, si tu prends la mauvaise narrative, que tu n'es pas dans le truc du moment, ça, niveau performance, elles ne seront pas là, quoi. Donc, Ouais, et puis tu vois, je pense que ce qui a fait aussi une grosse partie des performances du Bitcoin, c'est aussi parce que il y a une certaine centralisation aussi de sa supply, hein. Là, je vous ai mis le site Bitcoin Rich List, hein. Vous pouvez la retrouver sur Internet, c'est sur bitinfochart.com. Et vous voyez qu'il y a une grosse majorité des Bitcoins aujourd'hui qu'on connaît, hein, qui sont dans très très peu d'adresses. Et ces adresses, on considère qu'une personne a une adresse, mais peut-être que vous avez une personne qui détient, je sais pas, 10, 15, 30, 50 wallets. Donc peut-être que la centralisation, elle est encore plus importante que celle qui est représentée là en termes d'individus, parce que là, on parle en termes de nombre d'adresses. Je pense que ce qui est reproché, et c'est un peu ce qui est présenté par les Bitcoin maximalistes, c'est de dire que pour le cas du Bitcoin, en fait, tout le monde a eu à la base les mêmes chances de rejoindre le réseau et d'avoir une certaine partie de la circulating supply. Alors que pour les mêmes coins et pour tous les projets qui ont été lancés en fait après Bitcoin, il y a toujours eu une allocation quand même assez significative pour les insiders et pour les lanceurs de projets. Alors on peut comprendre, hein, parce que tu vois, Vitalik, il a lancé un projet, il faut développer la fondation Ethereum, il y a des développeurs à payer, enfin il y a plein de trucs. Sur Bitcoin, les développeurs, ils ne sont pas payés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu d'innovation aussi sur Bitcoin, déjà de par le fait, parce que c'est pas forcément un code qui a été fait pour. Vitalik a décidé de créer son réseau à part parce qu'à la base, il pouvait pas développer sur Bitcoin. Mais en plus de ça, les devs, ils sont pas payés. Donc, au bout d'un moment, à force de vivre d'amour et d'eau fraîche, je pense que dans un monde capitaliste, il y en a beaucoup pour qui ça leur pèse un peu, quoi. Donc, si vous faites le calcul, la dernière fois que j'avais regardé, c'était, je crois qu'il y avait 45% à peu près des bitcoins qui étaient dans moins de 2000 adresses. Alors, à l'intérieur de ces adresses, il y a aussi des plateformes d'échange. On est d'accord. Il faut faire attention, hein. Il y a des plateformes qu'on connaît, là, juste en dessous, vous voyez, là, vous avez Binance, là, vous avez Bitfinex. Voilà. Donc, il faut faire attention un peu de la manière dont on va lire ces infos. Mais ce qui a fait, d'une certaine manière, les performances du Bitcoin, c'est déjà parce que il y a une certaine centralisation de la supply auprès d'individus qui n'avaient pas d'intérêt à vendre et qui n'ont pas vendu. Beaucoup de bitcoins qui ont été perdus avec le temps, qui pour le coup ne sont pas retrouvés sur le marché. Il y en a aussi beaucoup qui se sont fait hacker. Avec le cas de MTGOX, il y a eu plus de 800 000 bitcoins qui se sont fait hacker. Il y en a une partie aussi qui sont aux États-Unis et en Chine, notamment avec ce qui s'est passé à Silk Road en 2013 avec Ross Ulbricht. Donc ça pour le cas des États-Unis. Et puis en Chine, il y a eu pas mal de saisies aussi qui ont été faites. Donc en fait, cette centralisation de la supply, c'est pas forcément une mauvaise chose si les tokens ou les coins qui sont normalement disponibles sont entre les mains de personnes qui n'ont pas d'intérêt à vendre. Mais je le répète, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires, et même certains Bitcoin maximalistes qui diront que c'est pas du tout, tu peux pas comparer la même chose avec ce qu'il y a à côté, et puis Bitcoin c'est vraiment différent, et je suis d'accord d'une certaine manière, parce que Bitcoin déjà, il n'y a pas une tête de gondole, Satoshi, on ne sait toujours pas qui c'est aujourd'hui, et surtout parce qu'à la base, il n'y a pas eu une personne qui s'est donné l'intégralité des jetons ou des tokens. Satoshi, il a eu ses bitcoins parce qu'il les a minés. Et au départ, il n'y avait personne. Voilà. Et je pense que pour le cas de Vitalik, il y a eu une ICO au départ, il y a une partie qui a été réservée pour Vitalik, pour les mêmes coins, c'est encore pire parce que là, la grosse majorité, c'est du rug pull, c'est du n'importe quoi. Mais tout ça pour vous dire que quand vous analysez un projet, on le dit souvent, et même dans notre programme crypto-investisseur, hein, on dit attention à la centralisation de la supply quand on analyse fondamentalement un projet. Mais cette centralisation de la supply, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en fonction de la manière dont on peut analyser les projets. C'est pour ça que c'est important de savoir lire les informations, de retrouver les bonnes informations et de faire vraiment une analyse fondamentale qui est poussée. Parce que dans certains projets, vous pouvez vous retrouver dans une situation où la majorité de la supply sont entre les mains de certains individus ou de certains wallets qui non seulement ne vendent pas, mais qui ne font qu'acheter les tokens. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose?
c'est super important d'avoir toutes ces infos et donc d'avoir des vraies connaissances sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'analyse on-chain, avoir cet esprit critique, cet esprit contrarien pour prendre des décisions pour vous-même. Et c'est pour ça que dans le programme Crypto Investisseur, on a vraiment fait tout en sorte avec Mickaël de vous donner toutes les armes pour que vous arriviez in fine à prendre vos propres décisions. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur le programme Crypto Investisseur, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et vous avez aussi notre programme d'accompagnement qui est une step au-dessus, où on présente à l'instant T ce qu'on fait, nous, avec Mickaël, les projets qu'on a en portefeuille, les stratégies de farming, notre vision du marché, enfin voilà, comment on investit à l'instant T sur le marché crypto. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Et à chaque fois, sur chaque lien, quand vous allez cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page avec une vidéo explicative qui va vous présenter à chaque fois en détail soit le programme Crypto Investisseur, soit le programme d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.